Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Vous avez été très nombreux à suivre ma série sur le BC Chess Masters et je vous en remercie. Et je vais maintenant faire le bilan de ce tournoi. Alors pour moi évidemment, pour m'en souvenir, mais aussi pour vous, en vous montrant comment faire le bilan de vos propres tournois et en tirer des enseignements. Donc le bilan d'un tournoi, euh, c'est euh, c'est comment analyser ces parties. C'est ça, vous jouez des parties, comment vous allez les analyser. Donc là, je vous ai montré les 9 rondes du tournoi. C'est des vidéos qui sont juste en dessous. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne. Et je vous montre comment analyser les parties. Le deuxième point que je vais vous expliquer, c'est comment tirer des conclusions de ces parties. Parce qu'on peut trouver des erreurs. On dit tout le temps qu'il faut apprendre de ses erreurs. Mais c'est difficile finalement d'identifier ses propres erreurs. Alors on a l'aide de l'ordinateur, parfois des joueurs plus forts. Mais je vais vous montrer comment regrouper ces erreurs pour être capable d'identifier des pistes de progrès, en fait, voir vraiment les petits points qui ne vont pas. Et comment se souvenir de ces parties et de ces conclusions. Parce que c'est bien beau d'analyser ces parties, d'identifier des erreurs et de se dire, ah bah, faut que je change ça. Mais le problème, c'est que 3 semaines après, on a quasiment tout oublié, ou un an après, et on n'en tient pas compte. Donc comment on peut s'en souvenir aussi. Voilà, alors ce faisant, on y va pour le BC Chess Masters. Donc j'ai déjà analysé toutes les parties, donc on va regarder maintenant le bilan. Le bilan, c'est le tableau que j'ai construit avec vous, ronde par ronde, et qui permettent de déjà se souvenir de choses et de faire apparaître des éléments. J'ai remis les détails ici, vous savez, des adversaires, des résultats, mais par exemple, quand je regarde la 6e ronde, 2111, 1 victoire, calcul, j'ai mieux calculé, j'ai eu un bon plan, j'étais en avance, c'était cool, j'ai eu des impatiences. En fait, j'arrive pas à me souvenir de la partie quand je fais ça. Donc ce tableau va pas me servir à me souvenir de la partie, il va me servir en fait à retrouver les petites erreurs que j'ai faites, que j'ai à chaque fois fait apparaître en rouge. Et je vais voir qu'il y a des choses qui sont souvent en vert, notamment le fait que je sois en avance à la pendule, et que quand je suis en retard, bah souvent ça se passe pas super bien. En avance à la pendule. Que mon ouverture, ben voilà, j'ai mis le nombre de coups dans l'ouverture et en vert si c'était moi qui allais le plus loin dans l'ouverture ou mon adversaire, c'est quelque chose qu'on sent aussi. Donc bah, au niveau du répertoire, je vois que ça commence à être pas mal parce que très souvent c'est vert, ça veut dire que je vais plus loin que mon adversaire et je connais mieux l'ouverture que lui. Et il y a encore 2 cas qui posent problème. Qu'en finale, ça se passe pas trop mal puisque c'est vert. Et que bah, j'ai 2 défaites. Et les 2 défaites, dans un cas, il y a beaucoup de stress. Et dans un autre cas, de la surestimation. C'est aussi du sentiment. Voilà. Alors après, pour me souvenir de ces différentes erreurs, parce que voilà, j'ai noté des gaffes, etc., et me souvenir de tout du reste, ce que je veux faire apparaître, c'est les parties elles-mêmes. Parce que ça, ce tableau me permet en fait de répertorier des choses et je vais vous dire ce que j'en conclus. Par contre, voir les parties elles-mêmes, c'est super intéressant. Donc l'outil que je vous propose, c'est de faire un tableau de vos parties. Alors évidemment, dans une partie, il y a plusieurs positions critiques. Il faut en retenir une par partie. Ici, c'est une par partie. Mais quand je regarde chacune de ces positions, moi je me souviens de mon tournoi et je me souviens de la partie. Parce que là, c'est parlant, je me dis, ah oui, c'était à ce moment-là, c'était comme ça, c'était ça le moment critique, où il s'est passé telle chose de bien ou pas bien, dont je veux me souvenir. Et le simple fait d'avoir tout un tournoi, évidemment, c'est pas complet, mais en 9 images, on va retrouver des choses qui sont mes faiblesses ou mes points forts. Donc par exemple, sur la ronde 1, d'ailleurs je vais toutes les regarder, mais sur la ronde 1, j'avais fait une belle attaque, on voit il y a eu G4, c'était quand même un petit peu ambitieux, et ici mon adversaire, je viens de jouer tour F8, et j'ai joué Dame C2, ce que j'indique comme étant pas très bon, et j'avais un moyen plus rapide, c'était H4. Il faut que j'imprime ça dans ma tête, quand je tape sur le pion G6 ici, c'est H4, H5 le plan. Ça doit être ça qui est bon. Et je vois ça, je me souviens moi, de toute la partie quand je vois ça, je sais que j'ai fini par un sacrifice en F7, etc. Mais on a les bases de données pour garder ces parties, et il faut peut-être y référer de temps en temps, mais on ne le fait pas, on ne va pas revoir sans arrêt ces anciennes parties. Par contre, jeter un coup d'œil de temps en temps, là c'est dans mon, on va dire, dans mon classeur sur ce que je veux faire à l'entraînement, etc. et les résultats en tournoi, je trouve ça beaucoup plus parlant que n'importe quelle autre chose. Donc je vous propose, je vous le montre et je vous le propose. Ça permet de se souvenir de toute la partie et même des petites erreurs qu'on a faites ou des bons coups qu'on a joués. Ici, on est juste dans l'ouverture face à un maître fil. Et pardon, on est juste dans l'ouverture face à un maître fil et j'ai joué B6 qui était un coup beaucoup trop ambitieux et j'ai eu plein de problèmes après. Donc j'ai changé à l'issue de cette partie, mon répertoire, il fallait jouer A5. Bon, heureusement c'était une nulle et je me souviens aussi que j'ai eu un petit truc avec cavalier C4 qui m'a permis de sauver la partie. La ronde 3,
Donc c'était une ronde psychologique. Je veux vraiment, on peut pas le faire apparaître dans une position, ça, mais je l'ai mis dans le titre. Et c'est important de mettre aussi un titre ou quelque chose qui fait penser à la partie. Une belle attaque sur la première, un sauvetage sur la deuxième, et donc la psychologie sur la troisième, parce que j'ai longuement réfléchi à la façon dont j'allais aborder l'adversaire. J'ai décidé de jouer un coup surprenant dans l'ouverture et j'ai réussi à le surprendre parce que j'étais sûr qu'il allait beaucoup se préparer, etc. etc. Et j'ai quand même gardé cette position qui est pour moi un de mes meilleurs coups du tournoi, D prend E5, qui paraît totalement anti-positionnel, mais qui libère la case D4 et la case F4 pour le cavalier, et qui est le coup gagnant. Donc je me souviens de ça. Et puis elle est bien cette position, parce qu'on voit aussi que toute la partie, je fais la pression sur l'aile roi. D'ailleurs, ça se passe souvent à droite. Hein. Ma main droite était fatiguée, c'est la blague que j'ai eue quand j'ai analysé moi-même mes parties, je me suis rendu compte de ça. Ici, j'ai attaqué avec G4, ici, j'avais les deux pions G et H à l'attaque. Dans cette partie, j'ai pas survécu, on va en parler après. Celle-ci s'est arrêtée quasiment dans cette, enfin pas dans cette position, mais un peu plus tard. Il y a eu du calcul aussi. Là, voilà, il y avait une majorité de pions à l'aile dame. Ici aussi, une majorité de pions à l'aile dame. Une attaque sur l'aile roi et un pion qui m'a sauvé à l'aile dame. Donc c'est beaucoup mon bras droit qui a travaillé. Mais bon, après, c'est une petite blague, c'est pas. Néanmoins, c'est des choses qu'il faut noter aussi. Est-ce que je suis pas capable de jouer sur l'aile dame, hein, que je joue que sur l'aile roi? Bon, c'est pas vrai, puisque là j'ai défendu sur l'aile roi aussi. Ici, il a fallu arrêter une attaque sur l'aile dame, pardon, j'ai défendu sur l'aile dame ici. Il a fallu arrêter une attaque sur l'aile roi. Bon, bref, je vais pas faire ça, c'était juste rigolo. Donc voilà, une position clé qui me rappelle bien la partie. La ronde 4 contre le grand maître, on est encore dans l'ouverture parce que voilà, je croyais avoir une belle attaque, etc. Et il va jouer dame E1, ce que j'indique ici, et mon attaque s'arrête. Et même je suis obligé de reculer, je suis perdant. Après cette partie, j'ai discuté avec lui et j'ai remis en cause ma variante d'ouverture qui marche pas en fait. Donc ça a été l'enseignement et je voulais le faire apparaître ici. Faut pas toujours s'emballer. Mais bon, c'était marrant de jouer quand même ce sacrifice de pièces, qui n'en était pas vraiment un. D'ailleurs, il l'a pas pris. Mais après, s'il défend simplement, tout s'arrête. À la ronde 5 contre un maître feed encore. Donc ici, j'ai joué la prudence avec dame D3. Prudence relative parce qu'il fallait calculer toutes les suites de cavalier E5. Vous voyez, je me souviens encore de la partie grâce à cette vue. C'est vraiment ce que je veux vous faire comprendre et je pense que vous l'avez compris. Mais j'avais plus agressif avec fou prend F6, G prend F6 et dame H6. Que j'ai un peu raté et qui donnait l'avantage au noir. C'était peut-être quelque chose à tenter. Bon, en tout cas, c'était une partie nulle. La ronde 6, encore une belle finale. Donc dans toutes ces parties, ce que je trouve surtout, c'est que de toute façon, je vais faire le bilan après, mais un bon calcul, assez précis, et en inconvénient, peut-être du stress ou du manque de lucidité par moment. Mais je fais le bilan juste après cette page. Donc la ronde 6, une belle finale. Je choisis ici la transition, fou prend E4, cavalier C5, en pensant que mon cavalier va être supérieur. C'est encore très égal en fait, pour être honnête, mais je vais mieux jouer avec mes tours que mon adversaire et je vais réussir à gagner cette partie tout simplement. Donc ça c'était bien. Et il y avait eu aussi des complications au début, j'étais parti sur un gambit, donc forcément j'aurais pu mettre plusieurs positions, j'ai retenu celle-là, mais comme je vous ai dit, et comme vous le savez, sur toutes les parties on peut avoir 2 ou 3 moments critiques qu'on a vraiment envie de faire apparaître. D'ailleurs, vous pouvez aussi consacrer, si vous préférez, une page par partie avec 3 ou 4 diagrammes. Mais moi, je pense qu'il faut limiter parce qu'à la fin de l'année, il y aura beaucoup de parties. Et donc, si on a 4 diagrammes par partie, c'est impossible de les réviser de temps en temps. Alors que si je veux revoir, mince, j'avais fait un bon tournoi à Bois-Colombes, je veux revoir ce qui s'est passé, je regarde mon tableau, je regarde ses positions et je me souviens de ce qui s'est passé, de l'état d'esprit, de tout ce qu'il fallait faire pour que ça marche bien. Ok, alors ronde 7, la surconfiance. Ici, je vais gaffer en sacrifiant madame en pensant que j'ai un mat derrière avec fou H3, etc. Tour 1. Mais le coup tour A1, tout simple, que j'ai vu en plus et que j'ai analysé, mais qui m'a paru moins bien que le sacrifice de dame, prenait l'avantage. Alors, il y a plusieurs moments aussi dans la partie où j'aurais pu avoir l'avantage, mais bon, c'est vraiment la position critique parce que je vais faire la gaffe. Et c'est important de me souvenir de ça. Parce que si vraiment c'était un coup gagnant que j'allais jouer ici pour un mat en 7 ou 8 coups, bon c'est quand même très ambitieux de penser qu'on va pas se tromper sur 8 coups, mais bon c'est ce que je voulais faire. Si vraiment c'est un mat, on peut prendre beaucoup de temps, on peut se calmer, on n'a pas besoin de 20 minutes à la pendule, on peut consommer les 20 minutes à tout vérifier puisqu'on prétend que ça va se finir par mat. Et si on s'est trompé, ok on aura mangé du temps, mais au moins on va pas faire la gaffe et ce sera moins grave que d'avoir sacrifié la dame, ce que j'ai fait. Donc il vaut mieux mettre beaucoup de temps pour être quand on veut sacrifier pour mater, on peut consommer énormément de temps pour tout vérifier, pour être sûr que le sacrifice marche, mais sûr de sûr, en regardant chaque position qui va venir pendant 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, s'assurer qu'il n'y a pas un loup. Voilà. Ce que j'ai pas fait. Donc ça, sur confiance.
forcément, je faisais un super beau tournoi. Donc, certes. Et d'ailleurs, je perds contre ces joueurs qui étaient à 2050, mais en réalité, il a une perf à 2002 quand même. Donc, il jouait bien aussi. Donc, c'est vraiment dommage que de l'avoir raté ici. Bon. La ronde 8, une victoire contre un maître fil. J'ai appelé Out of the Blue parce que j'ai bien aimé la partie. C'était très calme. Au début, un système de l'ombre, tout ce qu'il y a de plus calme. Et ici, avec cavalier G4, je crée quelque chose. Bon, évidemment, mon adversaire fait une petite imprécision avant. Mais à partir de là, l'attaque va être lancée sur son roi, en fait. Et c'est un beau coup cavalier G4, ça prend l'avantage. Beaucoup de finesse tactique après dans cette partie, etc. C'est une partie que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue dans l'analyse, parce que je fais beaucoup de pauses et beaucoup de questions sur comment trouver les bons coups pour les blancs ou les noirs lorsqu'il y a des tactiques. Et il y en a vraiment beaucoup dans cette partie. Et enfin, la ronde 9, une nulle contre un. Ah bah j'ai mis maître feed, c'est faux, c'est faux. Voilà, j'ai tout corrigé, d'ailleurs c'est juste que j'ai copié ce qu'il y avait avant. Là aussi, j'aurais pu en mettre beaucoup. Donc, c'est la dernière ronde contre un maître international. J'ai fait nul. Et donc, c'était une finale parfaite. J'ai les noirs. Il semblerait que j'ai un pion de moins et que je suis mal embarqué. Mais là, c'est une position d'étude. Les noirs jouent et réussissent à faire nul en plusieurs coups. C'est nul forcé. J'ai hésité parce qu'il y avait plusieurs positions. Mais je veux me souvenir du petit manège de la tour, tour G8, tour B8. Et puis, je ne vous dis pas tout d'ailleurs si vous voulez encore réfléchir à cette position. Comment les noirs forcent la nulle dans cette position en pas mal de coups. Donc ça a été une finale parfaite. Mais toute la partie était vraiment intéressante, où je suis moins bien, et je règle mes problèmes l'un après l'autre pour arriver dans une position toujours légèrement inférieure, mais quand même égalisante, et à finir ce beau tournoi. Voilà, donc ça c'est pour s'en souvenir, et je trouve que c'est vraiment un bon outil. Je l'ai assez dit, maintenant quel est moi le bilan personnel que je veux faire de ce tournoi, les conclusions que je sors de ces parties, des erreurs que j'ai faites et que j'ai notées dans mon tableau. Tout ça je l'ai en conclusion dans un tableau que je ne vais pas vous montrer parce qu'il est encore énorme, mais je vais vous en parler. Juste un petit mot avant ça, toutes les parties évidemment elles sont analysées, enfin dans une base de données, il faut les garder, donc analysez-les, mettez-les dans une base de données. Donc moi j'ai utilisé Lichess en études privées, il n'y a que vous qui voyez vos études privées, donc vous êtes tranquille. Vous pouvez aussi les avoir dans une base de données, je les ai aussi copiées dans une base de données privée, bon peu importe. Et allez, je vous montre quand même le tableau qui vient en conclusion de tout ça. Donc nous voilà ici. Donc je vous le montre quand même. Donc en fait, il y a la partie résultats sportifs, c'est quand même important, on fait des compétitions, là, les résultats sportifs. L'approche psychologique, parce que ça a vraiment été une clé pour moi dans ce tournoi, mais pour vous, à d'autres tournois, ça peut être d'autres choses. Et les enseignements que j'en tire. Donc le résultat sportif, je vous l'ai dit, on se moque des chiffres jusqu'à 2025, le Hello ne compte pas, ça ne m'intéresse pas et je vais rester là-dessus. Toutefois, on était quand même sur un truc exceptionnel. Je finis 6e ex-aequo de l'Open sur 34. On n'était pas nombreux parce qu'il y avait la grève des transports à ce moment-là, entre Noël et jour de l'an, c'était pas très facile. Mais 6e, je termine ex-aequo, je termine juste derrière les maîtres et le grand maître qui était présent. Donc quasiment premier des non titrés, en fait 2e, parce qu'il y a un joueur qui est juste au-dessus, mais qui est mieux classé. Je fais 5 points et demi sur 9 contre une moyenne des joueurs à 2230. 5,5 sur 9 contre 2230 et 5 joueurs titrés, maître film, maître international ou grand maître. Donc c'est quand même exceptionnel, ça donne une performance à 2274. J'ai fait une victoire et 2 nuls contre 3 maîtres fil, donc je suis tout à fait positif ici, nul contre un maître, j'ai évidemment perdu contre le grand maître, j'ai fait, enfin évidemment, j'ai failli en battre un l'été dernier, mais bon, c'est des choses qui arrivent, tant qu'on est dans failli. J'ai battu tous les 2100, 2300, et j'ai fait une gaffe contre un 2050, 2050 je l'ai dit tout à l'heure, qui au passage fait quand même une perf à 2002, mais bon, j'étais mieux dans la partie, c'est la fameuse dame prend D4, j'avais pas besoin de ça pour être mieux dans la partie. Donc c'est un résultat. Bon, alors voilà pour les chiffres. J'en mettrai peut-être pas toujours autant, mais bon, en même temps, quand ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ajoute même 80 points et Hello de gagner. Mais franchement, cette partie Hello n'est pas importante et je suis convaincu maintenant, après ce tournoi, qu'il faut que je garde cet état d'esprit. Maintenant, après tournoi, ça m'empêche de se congratuler quand on est content de ce qu'on a réalisé quand même, parce que finalement le Hello est là, et si on me dit t'as fait un beau tournoi, c'est surtout par rapport aux adversaires que j'ai rencontrés et à la performance que j'ai réalisée finalement. Donc ça, on est bien obligé de le prendre en compte à un moment ou à un autre. Toujours est-il que c'est très positif, c'est le meilleur tournoi que j'ai jamais joué de ma vie. Ça faisait 6 mois que j'avais pas joué, donc est-ce que j'ai bien digéré tous les tournois que j'ai fait avant, tout l'apprentissage psychologique que j'ai fait, et tout le travail technique que j'ai fait aussi depuis 2 ans, on ne peut pas l'exclure. Peut-être c'est lié quand même. C'est quand on fait le meilleur tournoi de sa vie, il s'est peut-être passé des choses, et c'est peut-être pas par hasard que je le fais maintenant. J'avais fait un tournoi à 2230 il y a 1 an et demi en Allemagne.
pas de bol, il n'était pas homologué parce que c'était pas une cadence fine, ça y ressemblait. Donc là, c'était décevant, mais bon, voilà, ça revient encore et un beau tournoi, donc je suis très content, c'est très positif. Alors au début, je vous avouerai, quand j'ai commencé à faire cette belle grille, que je me disais j'ai du bol, c'est pas possible, parce qu'on a du mal à y croire, on a du mal aussi à avoir confiance en soi, mais sur 9 rondes, peut-être que j'ai eu de la chance par moment, mais c'est pas possible d'avoir de la chance à chaque fois, quoi. Enfin, 9 fois, pas toutes les parties, sur tous les coups, des finales portées à 60 coups contre des maîtres, etc. Il faut être là quand même sur tous les coups. Vous vous trompez une fois aux échecs, ça s'arrête, hein. C'est là que ça rend fou ce jeu, parce que la moindre erreur, même si vous avez tout bien fait, peut tout gâcher d'un seul coup. Donc, je veux bien admettre que j'ai eu de la chance, mais plutôt il faut que j'admette moi-même pour ma propre confiance que c'est quand même un bon résultat que j'ai réalisé. Et même si j'ai eu de la chance à un endroit ou à un autre, et encore dans l'analyse des parties, c'est pas forcément évident la chance, personne m'a donné de pièces ou de machin, je suis allé chercher les parties. Bref, ce que je croyais être de la chance au début s'avère être un bon résultat. Donc, d'un point de vue sportif, c'était très bien. Maintenant, l'approche psychologique, je vous l'ai dit, c'était vraiment la clé pour moi. Alors, je vous invite à regarder ça avec des pincettes et pas forcément appliquer pour vous, parce que ce qui était vrai pour moi, était vrai pour moi, ça n'est pas forcément pour vous, c'est quelque chose, la conclusion à laquelle je suis arrivé après beaucoup de défaites et de tournois ratés. Par exemple, le fait de me lever de la table, etc. Avant, je voulais rester, parce qu'en fait, on a l'image de soi. On se dit, je veux être comme ça, je pense que pour réussir, il faut ça. Donc ça, on va dire, c'est l'image globale. Et puis en particulier, on se rend compte qu'on est différent. Et se rendre compte de ça, c'est assez important, parce que ça veut dire que la notion d'image globale n'existe pas finalement. Parce que c'est quelque chose qu'on projette pour soi, mais ça ne marche pas dans un cas particulier. Or, nous sommes tous des cas particuliers. Donc, finalement, les méthodes globales ne fonctionnent pas du tout. Enfin, elles ne sont pas applicables ici. Donc, je pensais que pour être un bon joueur, il fallait rester collé à l'échiquier pendant 4 heures et ne pas bouger de là et réfléchir tout le temps. Ce qui m'épuisait, finalement, je me suis rendu compte. En fait, si vous avez l'énergie, si vous êtes jeune, peut-être que ça a très bien marché. Moi, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, je m'embrouillais et ça me mettait des émotions. J'avais peur de fantômes ou des choses comme ça. Et, euh, et non, on valait mieux un calcul plus superficiel, de temps en temps bien concentré pendant 5 minutes, et puis après on va marcher, on va se refaire. Voilà. J'ai vu que ça marchait, j'ai voulu l'essayer, ça marchait mieux pour moi. Et je ne l'ai pas essayé d'ailleurs sur le biais calcul, je l'ai essayé sur le biais stress. Si j'ai du stress, machin, je me lève et je vais voir ailleurs. Et ça, je l'avais fait dans une partie juste avant, une partie avant ce tournoi, une partie interne dans mon club, mais une partie lente quand même qui durait 2 heures. Et j'avais du stress et puis j'avais froid, et donc j'ai essayé de me lever pour me réchauffer, pour évacuer le stress. Et je me suis rendu compte que j'ai bien géré les phases critiques de cette partie. Donc j'ai décidé de l'appliquer dans ce tournoi et ça a marché. Mais encore une fois, pour moi, faites vos propres expériences et voyez comment ça se passe. Donc pour moi, l'élément à éliminer absolument, c'est le stress. Le moindre stress me fait mal jouer. Vous voyez comment je ne suis pas bon à Puzzle Rush, comment je ne suis pas bon au Blitz par rapport à mon niveau en lent. Il y a une vraie différence entre les deux niveaux. En Blitz, j'ai presque 300 points de moins, ou 400, ou j'en sais rien. Enfin bon, je suis très mauvais en Blitz et c'est ce stress. Donc je commence à travailler dessus et ça va s'améliorer. Donc évacuer le stress pendant la partie, mais aussi avant la partie et après la partie. Donc ce que j'ai mis en place avant la partie, c'est d'arriver en avance. Et quand je vous dis arriver en avance, c'est 2 heures en avance. Alors ça c'est marrant, parce que je le faisais quand je faisais du sport. Vous voyez le vélo derrière moi, j'arrivais 2 heures avant les courses pour bien préparer mes affaires tranquille. Le stress est vraiment un ennemi pour moi. J'arrive très en avance, je vais dans une boulangerie du coin, je prends un petit café, ensuite je viens sur l'espace de tournoi, je sors mon ordinateur portable et je fais ma prépa. Pendant une quarantaine de minutes, je regarde ce que va jouer mon adversaire et je m'éloigne pas trop de ma théorie à moi, sauf cas particulier, si vraiment je détecte un truc intéressant. Mais je fais pas une prépa très profonde, simplement en fait, je rentre dans la partie en me disant, ah ok, ça va être ça l'ouverture, on va jouer ça, ok, les plans, ça a l'air d'être à peu près ça, bon bah je sais ce que je vais faire. Et voilà, et je ferme. Je ne reprends pas de café, parce que le café est un excitant et je ne veux pas être excité, donc j'en ai pris un le matin, j'en prendrai pas deux. Au contraire, je vais acheter une bouteille d'eau, et 5 minutes avant la partie, pas avant, parce que sinon ça me fait peut-être stresser, juste 5 minutes avant, les noirs appuient sur la pendule, je vais m'asseoir, je salue l'adversaire, et j'attends le départ, voilà, sans penser vraiment à grand chose. Pendant la partie, j'essaye d'être en avance à la pendule. On l'a vu sur mon tableau, il y a plein de verres, avance, avance, avance. Apparemment, le résultat est quand même lié. Et c'est toujours pareil, je ne supporte pas le stress. Et donc, si je suis en stress, je vais moins bien jouer. Encore une fois, ça peut être différent pour vous. Vous pouvez avoir besoin, pour être bien monopolisé, d'avoir 15 cafés, de ne pas arriver 2 heures avant, parce que sinon vous allez juste vous endormir. Et la pendule, ça vous excite quand vous êtes en side note, parce que vous savez que vous jouez bien en blitz, et que votre adversaire va accélérer, va faire une gaffe, et c'est vous qui allez gagner. Donc, vous voyez, c'est vraiment très personnel. Ça, c'est ce que j'ai détecté pour moi. C'est pour ça que je ne voulais pas vous montrer ce tableau. Mais bon.
Donc en avance à la pendule et pour autant me balader. Donc je joue mon coup, je vais me balader, surtout quand il y a 2, 3, 4 possibilités pour l'adversaire. Je ne vais pas commencer à me prendre la tête à me dire si je joue ça, je fais ci, ça. On va voir qui choisit son coup et après je regarde. Voilà. Quand je réfléchis, j'applique bien mon processus en 3 étapes, c'est-à-dire comprendre les menaces de l'adversaire, bien choisir mes coups en fonction de la situation et vérifier mon coup avant de le jouer. Ça, c'est essentiel. Aucune décision sous stress. Donc si je suis stressé, j'attends. Et d'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. J'étais au Grenke donc l'année dernière, j'ai fait des vidéos dessus, et il y avait le grand Grenke, le tournoi avec les champions. Et il y avait le jeune allemand meilleur, pas meilleur, mince, comment il s'appelle, Vincent Kemmer. Vincent Kemmer, donc, avait remporté il y a 2 ans l'Open du Grenke, était l'année dernière au Grenke officiel, enfin master, quoi, les grands champions. Et la première ronde, il joue contre Magnus Carlsen. Donc il a un petit élo par rapport à ces monstres à 2008, lui il a 2005, il a gagné le Grenke l'année d'avant, mais il est projeté là sur la scène, 2000 personnes en face de lui, les haut-parleurs qui crépitent avec la présentation des joueurs, les téléphones qui prennent des photos aussi, tout le monde est devant lui. Et la partie commence, et j'avais la chance de ne pas être loin d'eux, je pouvais les voir à ce moment-là, parce qu'ils ont commencé à jouer avant nous, ou après nous, je sais pas, mais enfin bon bref, j'étais allé voir. Et c'est genre D4, cavalier F6, C4, et là il s'arrête. Évidemment, il sait ce qu'il va jouer. Je crois même que c'est plus compliqué, plus simple que ça. Il y a C5, il faut pousser D5. Quoi, voilà. Ça devait être ça, D4, cavalier F6, C4, C5, et bon, il faut pousser D5, parce que sinon je vois pas trop. Et il joue pas le coup. Et je le regarde, et il est tout rouge, il regarde même pas Carlsen, il regarde même pas l'échiquier, il regarde la salle. Et en fait, il est en panique, ça se voit dans ses yeux, il est en panique. Parce que bah, c'est un jeune joueur, à ce moment-là, je sais pas, il a 15 ans, 14 ans, enfin. Et il est dans une situation de nerfs extrême, de stress extrême. Tout le monde le regarde, il est face au champion du monde, au milieu de la scène, plein de lumière et 2000 personnes en face. Quoi. Et vraisemblablement, alors je ne sais pas s'il l'a fait instinctivement ou si c'est son entraîneur, l'écho, qui lui a dit depuis longtemps, il attend de retrouver le calme. Et il a bien mis 10 minutes, je vous jure, montre en main, 10 minutes à jouer son coup, je crois, D5, qui est le coup évident, parce qu'il fallait qu'il se calme. Et c'était, on voyait que ça, que la peur dans ses yeux, en fait, mais pas la peur de perdre, non, le stress de la situation. Donc, il n'a pas voulu jouer même le coup, il regardait l'échiquier de temps en temps, il savait exactement ce qu'il avait à faire, mais il ne voulait pas parce qu'il ne se sentait pas prêt, ou alors il ne savait plus, il était totalement perdu, peu importe. Et donc c'est ça, aucune décision sous stress. Donc il a attendu, tant pis, le temps défile, mais il a attendu de se calmer pour commencer à jouer. Aucune décision sous stress, c'est aussi la partie 7 avec mon sacrifice de dame, hein, bien sûr. Et ne pas forcer la position, si c'est nul, c'est nul. C'est un truc que j'ai entendu sur la chaîne de Blitzstream, ça, qui vient de peut-être de Vlad, j'en sais rien, qu'a relayé Kevin Bordy. Mais oui, si la partie est nulle, elle est nulle, ça sert à rien de forcer, quoi, ça peut arriver, vous pouvez faire nul contre un plus fort, un plus faible. Si c'est nul, commencez pas à faire n'importe quoi. Donc en tout cas pour moi. Et après la partie, parce que vous voyez, j'ai fait les efforts avant la partie, j'ai fait les efforts aussi après la partie. J'analysais pas la partie avec l'ordi, donc à la limite une post-mortem avec l'adversaire. J'entrais la partie dans mon ordinateur avec mes commentaires et variantes, ce que j'avais pensé juste à chaud pour m'en souvenir, quoi. Et je faisais pas de préparation pour la partie suivante, j'allais plutôt me détendre avec des amis, me coucher tôt. Et la prépa, je la remettais au matin, quoi, en fait. Alors le midi, comme il y avait souvent 2 rondes, le midi, je faisais quand même une petite prépa de un quart d'heure, vite fait, vraiment pour dire, ah ok, je sais qu'il va jouer E4, D4 ou C4, quoi, voilà, pour savoir à peu près dans quelle direction on allait, mais pas plus loin que ça. Voilà. Alors, petit point quand même sur l'approche psychologique, dans ce tournoi, j'étais quand même le plus faible, hein, sur les 34 joueurs, c'était moi le plus petit Elo, j'étais 1927, je finis 6ème, donc ça peut pas être anodin. Si vous voulez, ça m'a amené à être dans une disposition d'esprit où j'avais jamais peur de perdre. C'était toujours à l'adversaire de me prouver. Et au final, c'est moi qui ai gagné le plus souvent. Donc c'est quelque chose dont je dois me souvenir parce que ça a forcément du sens. Si j'étais arrivé dans l'Open B en étant le plus fort elo du tournoi, ça aurait peut-être été très différent. Oui. Donc il faut, comme je dis ici, pas d'élo avant 2025, il faut vraiment pas que j'en tienne compte. Il faut que je regarde la partie en me disant, c'est à l'adversaire de me prouver qu'il peut gagner. S'il se trompe, je vais essayer de le battre, et si c'est nul, c'est nul. Et c'est ça la bonne disposition d'esprit que je vais essayer d'avoir. Alors les enseignements, bah, je viens d'en parler, les progrès psychologiques, les progrès techniques, des pistes d'amélioration, et puis il faut que j'ajuste l'entraînement en fonction de ça. Donc vous voyez, c'est très complet finalement de revoir son tournoi. Les progrès psychologiques, bah, c'est ce que je viens de vous dire. Le petit rituel avant, pendant et après. Je vais essayer de le reproduire. Et vous savez où j'ai peur? Je vous ai dit, il n'y a pas de méthode globale.
s'il n'y a que des cas particuliers, eh ben, j'ai peur que ce cas particulier soit un cas particulier pour décembre 2019 à Bois-Colombes. Et que si j'essaie de reproduire la même chose dans un autre tournoi à un autre moment, bah, ce sera peut-être différent parce que je ne serai pas dans les mêmes dispositions psychologiques et ce qui a marché une fois ne marchera peut-être pas. Et là, j'ai pas de vérité encore, donc on en parlera au prochain tournoi. Mais en tout cas, ça a marché une fois, je vais quand même réessayer. Être cool, zen, patient, pas se prendre la tête pendant les parties, et la gestion du temps. Voilà, ça c'est les gros enseignements que j'ai tirés de ce tournoi psychologique. Alors j'ai des progrès techniques aussi, je me suis rendu compte dans mes parties par rapport à ce que je jouais avant, que mon évaluation était toujours bonne. Si je pensais être mieux, j'étais mieux. Si je pensais que c'était égal, c'était égal. Si je pensais être moins bien, j'étais moins bien. Ça a toujours été confirmé dans chacune des positions que j'ai jouées par l'ordinateur. Donc ça vient de mon entraînement forcément. Donc il y a des choses qu'il va falloir que je garde. Peut-être parce que je joue une partie par jour, la partie lente que je vous mets en ligne. En tout cas, mon jugement s'affine et est précis. Et ça fait plaisir. Même si après je trouve pas les bons coups, peu importe, j'ai le bon jugement. C'est déjà ça. La stratégie, très souvent j'ai lancé des plans qui étaient les bons plans. Le calcul, j'ai fait très peu d'erreurs de calcul en fait. Et la vision, quand j'avançais dans le calcul, je voyais très bien la position qui allait se présenter. Donc ça, ce sont des points forts et qui sont des progrès par rapport à mes parties précédentes et qui sont assurément liés à mon entraînement et donc des choses qu'il va falloir que je garde. Des pistes d'amélioration quand même. Quand je dois conclure les parties, notamment dans la 3e, 6e, 7e, donc c'est bien pour soi de se remettre des petits rappels parce qu'on peut retourner voir les positions et dire ah oui, c'était ça dont je voulais parler. Je ne suis pas précis, je dois conclure, je suis mieux, mais je n'arrive pas à conclure de la façon la plus précise. Et en fait, quand je regarde mes notes de ces parties, ou même ce que j'ai écrit dans le tableau, très souvent, ce que je mets en avant, c'est les émotions. Envie de gagner, stress. Et donc là, c'est encore une fois les émotions. Si je sens qu'il y a une conclusion possible, il faut que je me calme, que je fasse passer toutes les émotions et que je me remette au calcul ensuite. Voilà. L'humilité, ça c'est important. Partie 7, je commençais à avoir la grosse tête. Je faisais un super tournoi, ça se passait bien. Oui, moi je vois un mat en 9 coups, je sacrifie la dame, je regarde plus l'échiquier, je sais que c'est bon, allez, rentre chez toi. Bah non, non, Chess Me. Tu as sacrifié la dame, tu as perdu la dame surtout, et tu vas perdre ta partie, et tu vas rentrer chez toi, et tu vas bien comprendre pourquoi tu l'as perdu. Donc voilà, quelle que soit la situation, quel que soit l'adversaire, il faut être humble, et surtout pas commencer à se dire, là je massacre, parce que non, c'est pas ça. C'est de l'émotion, c'est quand on dit je massacre, on rentre dans la surestime de soi, dans la confiance sur confiance, dans quelque chose qui est très négatif, qui est très émotif, qui est très instinctif en fait, mais pas quelque chose d'analytique. Et le jeu d'échecs, c'est quand même très analytique, avec de la psychologie qu'il faut maîtriser au-dessus. Enfin pour moi. Donc humilité, toujours, que je sois beaucoup mieux classé, beaucoup plus mal classé, que la position se passe bien. Il faut rester humble. Le danger est partout dans les échecs. Donc il n'y a jamais rien de fait tant que l'adversaire n'a pas abandonné. Ce que j'ai vu aussi à la 8e ronde contre le maître Philippe d'ailleurs, je n'ai considéré que, alors que ma position était super bien, je n'ai considéré que j'avais gagné que quand j'ai vu que je prenais sa tour et que là vraiment il fallait arrêter. Alors, autre piste d'amélioration, jouer moins de tournois. Ben oui, j'avais fait 6 mois d'arrêt et derrière je fais un super tournoi. Alors qu'avant je faisais un tournoi toutes les 2 semaines, vraiment. 180 parties dans l'année, 180 parties fil. Donc en plus les entraînements, les machins. Donc jouer moins, ça c'est vraiment une conclusion, je pense que ça m'a aidé à être bien frais, à être tranquille, puisque je me souviens que mon dernier tournoi 6 mois avant, je m'ennuyais, j'en avais marre d'être assis, bon c'était l'été, on était dans une salle, il faisait chaud, j'en avais assez d'être devant un échiquier. Faut pas produire ça évidemment, si vous n'êtes pas heureux de l'endroit où vous êtes, ça peut pas bien se passer. Donc finalement, j'avais dit que je jouerais un tournoi par mois, parce que c'était déjà moins qu'un tournoi toutes les 2 semaines. J'ai vu que parmi ces tournois, il y en avait un sur deux qui était un tournoi de qualité, un qui n'était pas de qualité. Je vais rester sur ces Open, plus de 1900, qui jouent assez lentement, des Open A. Et donc je vais faire un tournoi tous les 2 mois, mais un tournoi très fort. Et rassurez-vous, je m'engage à vous faire les bilans de ces tournois. Là, je suis content de le faire parce que c'était un bon résultat, mais vous avez vu le bilan du Grenke, c'était un très mauvais résultat et je vous ai fait aussi le bilan ronde par ronde. Par contre, je vous ai pas, parce que c'est un tournoi significatif. Par contre, je vous ai pas fait à l'époque des bilans sur tous mes tournois, parce que j'en jouais toutes les 2 semaines, et le temps que ça prend d'analyser ces parties, de faire les vidéos, de vous les mettre en ligne, de faire ce bilan, c'est pas faisable en 2 semaines en fait, en plus de l'entraînement, du travail et de la vie personnelle. Là, j'ai pu le faire parce qu'un tournoi tous les 2 mois, vous voyez, on est en réalité là, alors je ne sais pas quand je mettrai en ligne la vidéo, mais on est le 22 février, ça fait quasiment un mois que ce tournoi s'est déroulé, et mon prochain tournoi, ce sera le 15 février, on est le 22 janvier, pardon, mon prochain tournoi sera le 15 février, donc il a fallu quand même presque un mois pour que je joue le tournoi, que je vous mette toutes les vidéos en ligne et que je fasse ce bilan. Donc je ferai un bilan pour tous les tournois, mais je vais me concentrer que sur les tournois forts.
ok. Et donc le prochain, c'est Noisiel, je crois, en février. Et en avril, ce sera le Grenke à nouveau, où j'espère un meilleur résultat que l'année dernière. Mais c'est tellement une belle fête que je suis content d'y retourner. Alors, ça, c'est les pistes d'amélioration. Euh, et donc, pour faire ces améliorations, il y a l'ajustement aussi de l'entraînement. Donc, tout le travail que je fais quotidiennement, avec un entraînement que je vous ai appelé Light, et vous pouvez retrouver les vidéos dans ma playlist entraînement, bah, je vais le conserver, c'est-à-dire un petit peu de tactique, mais tous les jours, des études de finale tous les jours, jouer une partie par jour, soit une partie contre un internaute que je vous mets en ligne, soit une partie contre Stockfish où je fais le processus de réflexion, parce que ça c'était nouveau, et j'ai bien senti en partie que ça avait influé mon processus de réflexion. Il me reste à progresser là-dessus, vous l'avez noté dans vos commentaires d'ailleurs, j'ai raté des coups d'attaque, ce genre de choses, merci pour le commentaire. Il faut que j'affine mon processus de réflexion pour vraiment vraiment bien regarder toutes les menaces adverses et les miennes aussi, tout ce que je peux faire. Mais donc je vais conserver ça parce que c'est bon. Et ce que je vais faire plus, c'est travailler sur les plans, parce que j'avais commencé à le faire, notamment dans le cadre de la préparation de mes parties. Quand je vois le milieu de jeu qui va se produire, je regarde des parties de grands maîtres dans ce milieu de jeu pour bien comprendre les plans qui y sont associés. Ça, je vais l'ajouter dans mon entraînement. Donc regardez, mais je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment travailler sur les plans liés à votre répertoire de vertu. Voilà, ça fait 31 minutes, c'est déjà beaucoup plus long que ce que je voulais faire, donc je vais vous laisser là. C'était un bon tournoi, c'était une belle aventure, j'espère que la série vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager les vidéos et à vous abonner, puisque je vais le faire sur les prochains tournois. Je continuerai ce principe. Donc rendez-vous est pris pour l'Open A de Noisiel en février. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires et votre support. Et à très bientôt. Donc, ciao!